Alors aujourd'hui, nous allons parler de désordre, de désordre. Alors vous me direz que dans la tête d'une personne concernée par le haut potentiel, ça peut être un sacré bordel. Hein, vous m'en direz quelque chose, mais ça peut être aussi le cas dans notre environnement quotidien pour certains. C'est pas une vérité toute faite. Alors est-ce qu'il y a un lien entre le désordre que nous avons dans notre tête et celui que nous avons dans notre environnement? Comment s'y prendre éventuellement pour gagner en clarté et voire même en créativité. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nathalie Craillet, qui est home organizer et consultante Feng Shui occidentale. Elle va répondre à mes questions sur le sujet. Alors, j'ai une première question. Ma question, c'est, mais est-ce que tu fais un lien entre le désordre, j'ai envie de dire, intérieur et extérieur? Et si oui, lequel? Ok. Alors, très souvent, on entend dire que le désordre qu'on a dans sa maison est le reflet de ce qui se passe dans notre esprit. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, je pense, parce que on peut très bien effectivement avoir un lien entre les deux, puisque le fait qu'on vive dans un environnement qui est très chargé, très encombré, peut amener finalement des difficultés à penser, à réfléchir, à s'organiser intérieurement. Maintenant, je trouve que c'est un raccourci parfois un petit peu vite fait, hein, de se dire que l'un et l'autre sont forcément liés. Alors oui, je pense qu'il peut y avoir un lien, mais pas forcément. Tu sais, parfois, moi, je l'ai constaté moi-même, donc peut-être que je suis une exception, mais j'ai régulièrement entendu dire que quand ça va pas dans la tête ou qu'on a les idées mélangées, ça peut être intéressant de ranger. Qu'est-ce que tu penses? Oui, tout à fait. Effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose que moi je fais naturellement et que je propose, en tout cas aux personnes que j'accompagne, de faire régulièrement, c'est de se dire, quand vous sentez que vous êtes bloqué, le fait de pouvoir ranger son environnement, ça aide à passer à l'action et ça aide aussi à faire, c'est un petit peu méditatif, hein, ça peut être méditatif le rangement, de se dire, je vais remettre les choses en ordre, voilà, séparer les choses, ça je mets à la poubelle, ça je garde, ça je mets plus loin, etc. Ça peut vraiment aider effectivement. Est-ce que tu as pu, je ne sais pas si tu as identifié, j'imagine que quand tu rentres chez tes clients et que tu vas faire des consultations, tu ne leur demandes pas spécifiquement s'ils sont concernés par le haut potentiel ou la haute sensibilité, mais de manière générale, est-ce que tu as pu voir des gens qui pensent beaucoup, qui ont un esprit qui vagabonde beaucoup, qui sont plutôt créatifs, ou je sais pas. Est-ce que il y a effectivement des types de personnes avec des types d'ordre ou de désordre? Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que euh, ça arrive régulièrement que des personnes qui font appel à moi ont déjà eu un diagnostic de haut potentiel ou ont un mode de fonctionnement qui n'est pas commun. Et ça se reflète parce que très souvent, on les a un peu obligés à rentrer dans un moule en disant c'est comme ça qu'il faut ranger tes affaires, c'est comme ça qu'il faut faire. Or, ces personnes-là n'ont pas besoin de moule, elles ont besoin de trouver leur propre façon d'organiser leur environnement qui leur correspondent à elles typiquement. Et donc, c'est vrai que c'est très intéressant à observer. Mais donc, est-ce que ça veut dire que tu as déjà pu observer des modes de rangement complètement décalés et tu peux nous en parler si c'est le cas? Alors, observer des modes de rangement décalés, c'est plutôt moi qui propose de casser les codes. Ok, ok. C'est plutôt comme ça parce que on a par exemple l'habitude de ranger. Je vais donner un exemple très courant, c'est ses bijoux dans sa boîte à bijoux dans sa chambre. Or, quand on met ses bijoux le matin avant de partir, c'est plutôt peut-être que la place de la boîte à bijoux est plutôt dans un tiroir de la cuisine. Donc c'est un petit Mhm. peu ça que Ah, j'aimerais réfléchir, c'est de se dire, bah oui, finalement, je ne porte pas mes bijoux, pas parce que je ne les aime pas ou que j'ai pas envie de les porter, c'est parce que le matin, quand je pars, je dois remonter à l'étage pour aller les chercher. Donc c'est vraiment se dire, on va un peu casser les codes, on va un peu réorganiser. On peut aussi dépareiller un service, par exemple, pour dire, je n'utilise que 4 ou 5 assiettes, tasses, etc. au quotidien. Je suis pas obligée d'avoir
tout en même temps sous la main. Donc voilà, c'est un petit peu ce côté-là que je propose et c'est juste être en accord en fait et aider ces personnes à se dire mais oui, je peux faire ça. Je peux faire ça et ça me correspond. Alors, merci pour ce retour. Je vais revenir un petit peu, entre guillemets, en arrière en te demandant, est-ce qu'on peut constater chez des personnes différents types de désordre parce que tu parles aussi d'encombrement. Oui. Est-ce que, voilà, il y a des particularités selon un type ou l'autre? Oui. Alors oui, effectivement, il y a plusieurs profils de personnes qui souffrent de leur désordre. Et j'aime bien dire qu'ils souffrent parce qu'il faut que ça crée un mal-être. Parce que certaines personnes se sentent très bien dans un capharnaüm pas possible. Voilà, c'est OK. Et c'est OK. Par contre, à partir du moment où on en souffre, où on se dit, là, je me sens pas bien, je sens qu'il faut que je fasse quelque chose, mais je ne sais pas par où commencer, on observe effectivement plusieurs profils de personnes. Il y a des personnes qui vont être très angoissées. Et l'idée de démarrer un travail de tri, de désencombrement, etc., ça va les angoisser. Il y a des personnes qui vont être plutôt perfectionnistes. Et donc, elles vont chercher toujours à faire le mieux possible. Et le mieux étant l'ennemi du bien, elles ne démarrent pas leur travail de tri. Il y a des personnes qui vont procrastiner aussi, qui vont plutôt avoir un profil procrastinateur. Il y a des personnes qui ont un profil très créatif, donc elles se disent, si je range, je risque de perdre la source de ma créativité. Or, cette source de créativité, à un moment, ça peut être un joyeux désordre, ça se passe bien, et puis il y a un moment où elles ne retrouvent plus rien dans leurs affaires, et là, ça devient difficile. Donc, on peut observer effectivement différents profils, types de personnes, et il y a aussi les personnes avec qui on vit. Et ça, c'est aussi un facteur, un facteur important dans Oui, parce que avec qui on vit, je l'ai régulièrement entendu à travers des consultations ou des amis, une personne qui est excessivement ordonnée, qui au contraire, qui vit avec quelqu'un qui ne l'est absolument pas, ça peut créer vraiment des tensions Oui. dans un couple ou en tout cas dans un environnement, dans une famille. Voilà, tout à fait. Et effectivement, c'est pour ça que je soulève ce sujet-là, c'est que le fait d'avoir deux conceptions totalement différentes du rangement, de l'ordre ou du désordre, ça peut créer ces conflits. Et c'est là que c'est important de se dire, l'objectif n'est pas une maison mieux rangée, mais l'objectif est une meilleure relation dans le couple ou dans la famille. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est important aussi d'aborder ce côté, je ne vis pas forcément seule avec moi-même, il y a aussi parfois les autres. Donc, Oui, oui. Bah, j'ai aussi le sentiment que, quelqu'un qui vit seul ne va pas forcément avoir le même rapport à l'ordre, que quelqu'un qui vit, ne fût-ce qu'avec une autre personne. Est-ce que voilà. tu as pu constater ça? Oui, tout à fait. Et puis il y a aussi la famille, le noyau, les couples, etc. Puis il y a le monde extérieur aussi. Il y a des personnes qui vont vivre seules, mais qui vont faire venir beaucoup de personnes chez elles. Il y aura du va-et-vient. Donc il y a une nécessité d'avoir un minimum de rangement et de retrouver facilement ses affaires. Et puis il y a des personnes qui vivent en couple et qui sont très isolées et qui voilà, qui n'ont aucun problème avec ça. Donc voilà, oui, effectivement, il y a différents profils, il y a différents types de désordre. Maintenant, je pense que dans le désordre, il y a aussi le désordre du quotidien, ce que l'on utilise quotidiennement, sa vaisselle, ses vêtements, etc. Et puis, il y a le désordre qui est provoqué par toutes les décisions qu'on a repoussées à plus tard. Tu sais, tout ce qu'on dépose à la cave, dans le débarras, où on se dit, je le mets là, parce que j'ai de la place. Et puis, il y a un jour où on se rend compte que c'est un trop-plein et qu'on ne retrouve plus rien et que c'est vraiment devenu difficile à entamer. Donc là, Mmh. j'ai deux types de désordre. Et puis, est-ce qu'il peut y avoir aussi une question de choix? Bah, je ne sais pas si c'est le choix qu'on peut utiliser comme mot, mais des gens qui ont beaucoup de choses et qui n'arrivent pas à choisir et qui n'arrivent pas à se détacher aussi de certaines choses parce que est-ce que ça peut créer de l'angoisse ou autre chose chez ces personnes-là? Mmh. Tout à fait. Il y a un profil qui est aussi intéressant et que je croise très souvent, c'est des personnes qui sont sentimentales et qui donc vont garder les choses par émotion, qui vont se dire, mais oui, moi je me souviens de chaque cadeau que j'ai reçu, de chaque objet que j'ai ramené de voyage, etc. Donc,
Moi, je trouve que il n'y a aucun problème à vivre entouré de beaucoup d'objets. Et ça peut s'assumer. Et aujourd'hui, on est dans une société où on nous dit tu dois vivre dans une maison épurée avec un petit vase avec une petite fleur, etc. Non, il y a des gens qui angoissent terriblement de faire ça. Et puis, on peut aimer être entouré de ces affaires. Là où je trouve que c'est dommage, c'est quand les affaires deviennent un grand capharnaüm et que ce n'est pas mis en valeur. Et que je me dis que quand on aime ces objets, on peut leur offrir un écrin ou quelque chose qui soit beau pour les choyer à la hauteur de ce qu'ils méritent finalement. Et donc, il y a ces questions de choix qui peut être liées à est-ce que je suis quelqu'un de sentimental et j'ai du mal à me séparer finalement des objets. Oui, et dans ce que j'entends, ce qui me vient, c'est il y a ce juste milieu qui dépend de la personne une fois de plus entre ce fameux détachement. Certaines personnes vont être très à l'aise avec un environnement très épuré. Et puis, même si on est sentimental, etc., cet envahissement où quelque part, c'est vrai au niveau relationnel, mais comme c'est vrai au niveau de nos objets, c'est que il n'y a plus de place, on ne sait plus respirer dans l'espace, parce qu'on n'a pas tous la même taille d'espace non plus. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, il y a vraiment cette idée que on doit juste être en accord avec soi, de se dire est-ce que là, c'est encore OK pour moi d'avoir autant de choses, ou bien là, je suis arrivée, comme tu dis, à plus savoir respirer chez moi. C'est quelque chose dont on me fait souvent part. On me dit j'étouffe chez moi, j'étouffe, j'en peux plus. Je sais, et parfois, les gens, on a l'impression qu'ils se réveillent et qu'ils se rendent compte mais comment j'en suis arrivée là? Et ça, c'est difficile à vivre, effectivement, parce que du coup, on a l'impression de ne pas savoir par quelle boule prendre, tellement il y en a. Et c'est là que ça devient intéressant de parler de désencombrement. Parce qu'il y a vraiment cette notion d'ordre et de désordre qui ont l'air très… pour moi, c'est très carré, c'est très figé. Rigide. Pour moi, c'est rigide. Et par contre, l'encombrement, c'est vraiment, ça dit ce que ça veut dire. Ça m'encombre, ça veut dire que ça m'empêche de me mouvoir chez moi, ça m'empêche de me déployer chez moi, alors que notre maison, c'est quand même, pour moi, c'est vraiment quelque chose, ça doit être un nid, un refuge, tu sais, tous ces noms qu'on peut donner au foyer, quelque chose qui doit protéger. Et à partir du moment où on est en souffrance dans son intérieur, là, c'est vraiment difficile et il faut pouvoir faire quelque chose. Oui, et plus particulièrement récemment, hein, où effectivement, beaucoup de personnes ont réinvesti, pas forcément par choix au départ, mais leur lieu de vie. Toutes ces personnes qui ont l'habitude d'être tellement souvent à l'extérieur, de voyager, ne fût-ce qu'au niveau professionnel, etc., ou d'être très longtemps au bureau, se retrouvent aujourd'hui dans leur intérieur et se rendre compte qu'il peut y avoir un intérêt à réinvestir effectivement cet intérieur. Oui, tout à fait. J'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont redécouvert leur intérieur à cause ou grâce à la situation qu'on a vécue ici ces derniers mois, dernières années, et qui m'ont dit c'est incroyable, je ne me rendais pas compte à quel point je passais peu de temps chez moi aussi. Et c'est important de se rendre compte aussi que quand on a envie d'avoir une maison qui nous correspond, avec l'ordre qui nous correspond, c'est important d'être chez soi. Il y a une petite question qui vient très spécifiquement parce que je sais que ma communauté aime beaucoup lire, il n'y a pas que ça, on a beaucoup de choses. Et donc, petite mention sur les livres et la bibliothèque. Il y a des gens qui me disent, et c'est très amusant parce que justement ce matin, je lisais un article sur ça, qu'il existait, ça porte un nom que j'ai oublié, mais toute une série de personnes qui emmagasinent des magazines, mais aussi des livres, sans nécessairement les avoir lus. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, alors j'ai oublié le nom aussi, ça porte un nom effectivement. C'est un concept japonais. Donc c'est le fait d'acheter des livres et de rentrer en possession avec des livres. Et c'est juste le bonheur de les posséder en fait. C'est pas forcément de le lire. Maintenant, on a tous connu ça. On va dans une bibliothèque ou dans une librairie. Et on sort avec la pile de livres et effectivement, de tous ces livres, on en lit un et les autres restent là pendant des mois, voire des années sans être ouverts. Mais on sait qu'ils sont là.
Maintenant, les livres, ça peut devenir des objets extrêmement encombrants. Et je prends toujours l'exemple d'une bibliothèque. Au début, on range bien ses livres comme il se doit dans la bibliothèque. Et puis, on met une deuxième rangée devant. Et puis, on commence à les mettre à l'horizontale. Pas pourquoi je ris, mais au-dessus des livres. Et le problème, c'est quand ça commence à déborder, qu'on commence à avoir des piles de livres sur le sol. Parce que là, quand ça commence à envahir les sols, ça devient gênant. oui. Et quand on possède une très très grande quantité de livres, chez les personnes avec qui j'ai fait du désencombrement, on se rend très souvent compte qu'il y a des livres qui sont en double exemplaire. Donc un livre qui a été acheté 2 fois, ça arrive très souvent, beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Donc aucune culpabilité là-dessus. Ça arrive à beaucoup de gens d'acheter 2 fois le même livre. Et puis dans le tri que l'on peut faire, je trouve ça intéressant d'avoir des critères de choix finalement et de se dire est-ce que ce livre me correspond encore à moi aujourd'hui? Est-ce que je le relirai avec plaisir? Parce que Oui, oui, c'est ça. Parce qu'il y a des livres que tu gardes, il y a des livres que tu gardes pas. Moi, je sais que tout ce qui est roman, une fois que c'est lu, je donne, je revends. Enfin, en tout cas, je garde pas. Les livres de développement personnel, c'est compliqué de m'en détacher. Ouais. Oui, tout à fait. Maintenant, c'est vrai que les romans, une fois qu'on connaît la fin, sauf si c'est vraiment le roman auquel on est vraiment attaché, avec qui on a des atomes crochus, on va dire. Mais autrement, c'est vrai qu'on peut les éliminer, comme tu dis, les donner, les vendre, etc. Les boîtes à livres, pour ça, c'est magnifique. Mais les livres de développement personnel, ça vaut parfois la peine de se dire, est-ce que j'ai intégré le concept? Parce que très souvent, un livre de développement personnel, c'est un concept clé ou quelques concepts clés. Et certains sont, par exemple, totalement intégrés. Le Miracle Morning, par exemple, c'est un livre que j'ai lu, comme beaucoup de personnes qui aiment le développement personnel, mais je ne l'ai pas gardé. Je l'ai passé à quelqu'un, qui l'a repassé à quelqu'un, etc. J'ai intégré le concept. Oui, il peut y avoir une thématique, enfin, ça paraît peut-être un petit peu plus évident. Il y a un moment où je veux avoir un enfant, où je viens d'avoir un enfant, j'ai tous les bouquins, hein, parce que je veux me préparer à la naissance. Mes enfants ont 15 ans, j'ai peut-être plus besoin de garder tous ces bouquins de jeunes mamans, hein, ça n'a peut-être pas d'intérêt. Ou peut-être, à voir, mais oui, voilà, mais c'est vrai que les choses évoluent et parfois conserver les livres très très longtemps, on se rend compte que ça peut vite devenir obsolète aussi. Après quelques années, on voit le monde évolue tellement vite que ça vaut peut-être la peine effectivement de les laisser partir et de laisser venir la prochaine édition peut-être, ou voilà. C'est de voir ça dans un livre qu'elle on tient, quoi. Alors ça, c'était la petite parenthèse livre. Je ne pouvais pas louper cette partie-là, évidemment, compte tenu de ma communauté. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a besoin de désencombrer, qui se dit, voilà, moi je me rends compte qu'il y a trop, je suis plus à l'aise, je ne sais pas par où commencer. Qu'est-ce que tu proposerais à ces personnes? Moi, je propose très régulièrement la salle de bain, de démarrer par sa salle de bain. Parce que la salle de bain, c'est une petite pièce, souvent, c'est rarement la plus grande pièce de la maison. Et en tout cas, les rangements, ils sont assez limités, puisque généralement, c'est dans des armoires ou des tiroirs, c'est assez limité. Et puis, il y a vraiment cette notion en Feng Shui qui est la salle de bain, c'est la symbolique du soin de soi. Donc, pouvoir commencer par une pièce dans laquelle on va pouvoir prendre soin de soi au travers du désencombrement de la salle de bain, c'est-à-dire que c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'on va démarrer par les produits. Très souvent, on a beaucoup de produits dans la salle de bain, des shampoings, des crèmes, du maquillage, voilà, donc toutes sortes de produits, parfois des médicaments. Il y a une date limite. On sait que certains produits ont été ouverts depuis trop longtemps et c'est vraiment toxique pour la peau si on les utilise. Donc, il y a une façon de trier qui est beaucoup plus simple. C'est bon ou c'est pas bon, ça me plaît ou ça me plaît pas. Il y a peu d'émotions dans la salle de bain. Je vais pas proposer de commencer par les vêtements. Les vêtements, c'est quand même beaucoup plus difficile. Mais la salle de bain, ça peut aider vraiment. Et puis alors, il y a tout ce qui est serviettes de bain. Parfois, on en a une quantité extraordinaire. Et c'est de garder uniquement celles qu'on utilise réellement, les plus belles, etc. Et puis, le résultat de sa moisson, je veux dire, dans le tri de la salle de bain, peut être donné dans une école, par exemple, pour les serviettes de bain.
Et alors, les produits, il n'y a pas à tortiller, comme on dit. S'ils sont ouverts depuis trop longtemps, il faut les jeter à la poubelle, vraiment, parce que ça peut être toxique. Et puis, il y a peut-être des produits qu'on a achetés et qu'on n'utilise pas, qui peuvent faire plaisir à des associations pour des femmes. Parfois, on met des petits sacs avec des petits produits de soins et d'hygiène, et ça fait plaisir toujours. Donc, moi, je propose vraiment la salle de bain comme départ. Ok. Voilà, donc la salle de bain, effectivement, c'est une petite pièce, hein. En ce qui me concerne, en 1 heure ou 2, Voilà. je peux faire le tour de ma salle de bain. Ok. Oui. Et puis, Ok. euh, Mais ça, c'est parce que tu vois, ce qui est agréable aussi, c'est de se rendre compte qu'il y a un résultat qui peut oui, être rapide. oui, oui, Et oui, tout pouvoir à se fait. dire, check, c'est fait, ma salle de bain, elle est faite, elle est en ordre. Et alors, il y a cette étape qu'on loupe aussi assez souvent, c'est de se féliciter de l'avoir fait. Parce que quand on doit désencombrer, on se dit, c'est mon objectif, j'ai vraiment envie de désencombrer ma maison, on a une to-do list longue comme le bras et on se dit, je sais vraiment pas par où commencer. Bon, et on peut très bien mentalement se dire, bon, bah oui, j'ai fait que la salle de bain, c'est pas génial, mais non. Et je trouve qu'il faut passer par cette étape de se féliciter en marquant le coup. Et moi, je propose très souvent la petite tasse de thé, tu sais, ce petit moment rien que pour soi qui est un petit peu cocoon, et le faire en conscience. Le faire en conscience en se disant, je bois mon petit thé ou je téléphone à une amie très chère et je lui dis, tu sais quoi, j'ai désencombré ma salle de bain. Ça fait un bien fou. Donc, en fait, ce que j'entends, je pense que chacun peut trouver sa manière, mais c'est de célébrer et vraiment d'ancrer le Oui, fait, waouh, génial, j'ai fait ma salle de bain. oui, Mine de rien, c'est pas oui. anodin. Bien Mhm. sûr, tout à fait. Maintenant, je donne cet exemple de la salle de bain, mais ça peut être tout endroit de la maison qui est petit et encombré et qui peut rapidement donner un résultat visible du quotidien. On ne va pas aller directement dans son grenier ou dans le fin fond de sa cave parce que on n'aura pas cette satisfaction au quotidien. Donc, il Oui. faut choisir un endroit euh, qu'on utilise tous les jours. Ça peut être un placard de la cuisine, ça peut être le porte-manteau à l'entrée. Donc, des petits endroits bien délimités et alors surtout délimiter le temps aussi que l'on y passe. Parce que, voilà, cette fameuse loi de Parkinson dont je parle souvent aux personnes que j'accompagne, c'est le fait que quand on démarre une tâche, elle va prendre tout le temps qu'on lui accorde. Donc, si on se dit, si je prends 1 heure, ou je prends 2 heures, ou je prends 20 minutes pour faire quelque chose, et je m'oblige à remplir ce temps-là, pas plus, eh bien, c'est beaucoup plus satisfaisant et on n'a pas l'impression d'avoir fait ce que moi j'appelle la grand-messe du rangement, c'est-à-dire on a passé tout le week-end à ranger le garage et 6 mois après, Et on peut recommencer, on est bien d'accord, quoi. Oui, moi j'aime bien. Alors, ça rejoint ce que j'utilise souvent comme terminologie, hein, cette fameuse politique des petits pas. oui, C'est amusant parce que je discutais avec l'épouse de mon cousin il n'y a pas longtemps, qui justement, où je disais, après mon déménagement, j'ai encore pas mal de choses à ranger. Et elle me dit, eux, ils ont une immense maison. Et elle me dit, mais tu sais, moi, je me donne un objectif d'1 heure tous les week-ends. Je lui dis, voilà, ok, qu'est-ce que j'ai envie de ranger ce week-end-ci? Et elle oui, dit, en fait, ça me permet d'avoir une tournante. Et effectivement, elle parlait de, bah, un coup, c'est les médicaments, un autre coup, c'est les bouquins qu'elle a plus envie de lire et qu'elle va aller porter peu importe où. C'est intéressant, hein, de oui, fonctionner de cette manière-là, parce que finalement, on maintient quelque chose. Il y a 1 heure toutes les semaines, ça fait quand même, au bout de l'année, ça fait quand même un sacré paquet de temps, hein. oui, oui, tout à fait. Mais c'est vraiment ça. Et c'est important, c'est ce que je disais tout à l'heure, de distinguer le désordre quotidien qui peut être vaisselle, vêtements, etc., de qu'est-ce que j'ai à désencombrer parce que c'est là depuis longtemps, parce que ça traîne dans un coin, dans le fin fond d'un placard. Autant, voilà, effectivement, limiter son temps et l'espace que l'on désencombre plutôt que de partir dans tous les sens et à commencer 20 chantiers en même temps et de n'en terminer aucun. Se dire, Mhm. voilà, j'ai fait ça, j'ai délimité l'endroit, j'ai délimité le temps, j'ai ancré cette sensation de bien-être suite à cette étape. Et je pense que finalement, peu importe l'étape par laquelle on commence, il n'y a pas de bonne première étape. La Oui, première étape, le premier choix que vous allez faire va être le bon. Et c'est ça qui est important aussi d'intégrer, c'est que
comme tu disais, l'importance des petits pas. Je fais un petit pas, puis un autre petit pas, puis un autre petit pas, et c'est OK. Oui, et j'ai peut-être envie, enfin, moi je l'ai entendu, mais ça n'a peut-être pas été nommé quel tel. L'idée, c'est certainement pas de commencer un petit peu dans cette pièce-là, un petit peu dans cette pièce-là, un petit peu dans cette pièce-là. C'est bien de faire une pièce où tu disais un placard de cuisine, un tiroir, et de te donner cet objectif-là et de terminer, parce que sinon, en fait, tu termines jamais et tu vois pas le résultat, en fait. Hein. Exactement, exactement. Et ça peut être une pièce ou un placard, etc., où on délimite vraiment bien l'endroit, ou bien carrément une catégorie d'objets. Je vais donner un exemple. Allez, voyez ce qui peut vous agacer au quotidien. Exemple, dans la cuisine ou dans la maison, on ne trouve jamais de bic qui écrit. Ça, c'est quelque chose qu'on me dit très souvent. On ne trouve jamais un bic qui écrit. Et ce qu'il y a, c'est que personne ne prend la décision d'aller jeter à la poubelle un bic qui ne fonctionne plus. Et donc, l'ensemble de la famille, par exemple, ou même soi-même, on se dit, oh, celui-là, il n'écrit pas, et on le remet dans le tiroir ou on le remet dans le pot avec les bics. Et donc, ça peut être de se dire, tiens, aujourd'hui, je fais le tour de la maison, je vais faire vraiment tous les tiroirs, les poches, la voiture, etc. La chasse au bic, je les rassemble, je teste, et puis je jette tous ceux qui ne fonctionnent pas parce que c'est quand même foutu. Et donc, on s'accroche, c'est pour donner un exemple de choses auxquelles on s'accroche bêtement parfois, à des bics qui ne fonctionnent plus. Et ces bics qui ne fonctionnent plus ont une véritable fonction de remplissage, rassurant, mais ça ne sert à rien. Ça a juste une fonction de remplissage. Ce qui me fait penser aussi que, et ça rejoint ce que tu viens de dire, hein, de rassembler tous les bics, est-ce que tu proposes, est-ce que pour toi ça a du sens de rassembler les objets qui ont la même fonction? Enfin, plus, alors les bics, on peut en avoir besoin dans différentes pièces, mais les piles tout au même endroit, c'est Marie Kondo, je pense, qui dit qu'à un moment donné, tu rachètes parce que tu ne sais plus où tu as mis quoi et tu en as tellement. Et puis que quand tu rassembles, moi, ça a été le cas au moment de mon déménagement, je me suis rendu compte que je ne sais plus quoi. Mais il y a comme ça des trucs où j'en avais, mais pour 20 ans, quoi, tu vois. Donc, est-ce que tu proposes ça? Est-ce que tu as d'autres pistes dans ce sens-là? Oui. Effectivement, l'exemple des piles, c'est très criant parce que c'est la chose que l'on cherche et il vaut mieux effectivement les avoir tout au même endroit et s'arranger pour que l'ensemble de la famille soit au courant et d'accord que la place des piles, c'est là. Donc, il y a deux choses à mettre au point. Et parfois, effectivement, je trouve que c'est intéressant d'aller rassembler un objet de même catégorie et de se dire, sa place est là et c'est son unique place dans la maison. C'est beaucoup plus simple pour l'esprit de se dire, je sais où ça se trouve et tout le monde est au courant de là où ça se trouve. Et de prendre la décision même collégiale de qu'est-ce que vous pensez qu'on mette par exemple tous les, je sais pas, les vases ou les voilà, les piles, les ampoules. Les ampoules, c'est le même acabit, hein. Les ampoules au même endroit ou voilà, les produits ménagers aussi. Ménagers, voilà. C'est ça. Donc, c'est vraiment de se dire on a un seul endroit pour les mettre parce que quand on a et alors plus la maison est grande, plus c'est compliqué. Parce qu'on a beaucoup de place et donc on multiplie les lieux de stockage et parfois, comme tu dis, on se rend compte qu'on en a pour 20 ans. Du lave-glace, par exemple. J'ai déjà désencombré chez une personne où elle a retrouvé tellement de bidons de lave-glace qu'elle avait du lave-glace pour toute sa vie. On a nos points de repère. Moi, je vois, je viens de déménager. Enfin, j'ai déménagé, ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Hein. Et je me rends compte que autant avant, j'ai vécu 15 ans dans le même appartement, c'était presque un automatisme d'aller chercher les piles, par exemple. Ici, ça m'a pris le temps de m'organiser en me disant non, ça, c'est pas pratique, je vais déplacer, etc. Et parfois, je me dis encore, purée, est-ce que j'ai mis ça? Entre autres parce qu'il y a des meubles que j'ai mis dans d'autres pièces qui n'ont pas la même fonction que la pièce initiale à Bruxelles, dans laquelle j'avais ce meuble-là. Hein, j'ai un petit meuble à tiroir. Et du coup, ce meuble à tiroir, il n'a plus du tout la même fonction qu'avant. C'est complètement perturbant parce que beaucoup de personnes de ma communauté ont, je ne sais pas si ça parle aux personnes qui nous écoutent, mais une mémoire très visuelle, c'est mon cas. Et donc, en fait, moi, j'ai associé visuellement que le tiroir du milieu dans ce meuble-là, il y avait telle ou telle chose. Sauf que telle ou telle chose dans ma chambre aujourd'hui, ça n'a vraiment plus aucun intérêt. Donc, voilà, hein, je pense que ça peut être intéressant aussi de se dire que quand on déménage, il y a tout ça à remettre en place et que ça prend un certain temps.
Oui, effectivement, le déménagement, c'est une formidable opportunité pour désencombrer. Et après, pour s'organiser, ça demande effectivement de reprendre de nouveaux points de repère et de voir comment est-ce qu'on vit. Et il faut se donner un petit peu le temps et son rythme. Et c'est le propre rythme de la personne qui va l'aider à se dire, mais non, ça finalement, c'est pas pratique, j'ai essayé. Et c'est juste de garder cette souplesse au moment de l'emménagement, le premier mois. Oui. De l'emménagement ou plus tard? Moi, je vois un an après, il y a des choses où je me dis non, je me rends compte au bout d'un an que finalement, c'est pas pratique. Boum, je Oui. change pas nécessairement radicalement, mais je trouve que c'est important de se donner cette autorisation-là, en fait. Et profiter de l'élan que l'on a. J'aime Oui, beaucoup l'élan, moi. Tu peux de se dire, oh là là, ça fait longtemps que ça m'embête, que je me rends compte que ça va pas. Hop, je le fais maintenant, ça prend 3 minutes et je me fais confiance et je me donne cette permission, effectivement. il y a une chose avant d'arriver tout doucement au bout de cette interview. J'ai parfois entendu certaines personnes qui, alors c'est pas forcément du rangement, mais ça m'interpelle par rapport à ton expertise Feng Shui, des personnes qui ont besoin de changer de pièce. Par exemple, la chambre des parents va aller là où il y avait l'aîné. L'aîné prend la chambre de la sœur celle des parents. Éventuellement, il y a d'autres personnes aussi qui ont besoin de changer régulièrement de meubles. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? À quoi être vigilant éventuellement? Alors, le fait de changer de pièce, d'abord, comme tu disais, pour dormir, le fait d'avoir la chambre, donc la chambre parentale et la chambre des enfants, euh, effectivement, il y a des familles qui ressentent le besoin de faire des changements parce que, en fonction de l'orientation de la chambre, en fonction des zones dans la maison, la personne ne va plus forcément apporter la même chose à la famille. Et comme les enfants grandissent, changent, tout le monde change en fait, tout change tout le temps. Et donc la personne, même les adultes, changent peut-être de vision des choses, vont peut-être changer de métier. Et tout ça en fait va se rééquilibrer parfois dans la maison. Et il faut pouvoir effectivement, à un moment, se dire, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on se sentirait pas mieux dans une autre pièce? Essayer, tester, et ça peut apaiser énormément de choses. Ça peut apaiser le sommeil, ça peut apaiser les relations. Et puis, le fait de changer les meubles, là, c'est plutôt aussi une question d'énergie, de circulation d'énergie dans la maison, et de se dire, tiens, finalement, ce meuble qui est plutôt imposant, là, il me gêne, je vais essayer de le mettre ailleurs. Et moi, j'invite les personnes parfois à faire des tests dans la maison et de se dire, là, je me sens bien. Et vraiment, C'est voilà, ça. pour Je me sens bien. C'est vraiment quelque chose, une fois de plus, hein, je mets souvent en avant l'importance du ressenti. C'est le corps qui va nous donner l'info, en fait. Le corps, l'énergie aussi dans laquelle on sent. Parce qu'une maison dans laquelle l'énergie circule, hein, c'est le principe même du feng shui, dans laquelle l'énergie circule bien, c'est une maison dans laquelle on va se sentir bien, on va s'ancrer, on va se poser, on va se reposer. Hein, il y a plein de points positifs par rapport à ça. oui, tout à fait, tout à fait. Donc, j'invite à tester et effectivement à se dire, quand je ressens, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Est-ce que voilà, est-ce que je sens dans mes épaules? Qu'est-ce que je sens dans mon ventre? Qu'est-ce que je sens dans ma gorge? Est-ce que je sens quelque chose dans ma tête? Euh, Tout ça, c'est important de se connecter à son corps. J'ai une dernière question pour toi. C'est qu'est-ce que tu dirais au public qui nous écoute? Quels sont les avantages de désencombrer? Qu'est-ce que ça peut nous apporter si on devait résumer tout ça? Alors, pour moi, je pense que le désencombrement, en fait, ça apporte une clarté d'abord. Parce que très souvent, on se sent perdu, embrouillé, et c'est ça qu'on disait ensemble au début. Il y a vraiment cette idée de clarifier son environnement qui peut permettre de clarifier nos idées. Et Oui. quand on sent qu'on est bloqué, se mettre à faire du rangement, du désencombrement, de se dire, tiens, là j'ai une pile de papier qui traîne, je vais une fois prendre le temps de la ventiler, de la ranger. Tout ça, ça peut vraiment permettre finalement d'amener cette clarté. Et puis, je pense qu'il y a une autre dimension aujourd'hui qui est importante, qui est cette dimension écologique, parce que tout le monde se rend compte aussi qu'on a, alors il y a l'écologie au sens large, et puis il y a l'écologie de soi aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer aujourd'hui à surconsommer, surproduire, etc. Donc on sent qu'il
on est rentré dans cette ère de consommation plus durable, plus raisonnée, etc. Et puis, par rapport à soi, c'est avoir le juste milieu, le bon nombre d'objets qui va nous éveiller notre créativité, nous servir, etc., sans forcément nous surcharger énergétiquement. Donc, on en revient toujours à ce côté énergétique, à ce ressenti. Hein. C'est quelle est la juste distance? Est-ce que ça me nourrit? Ou au contraire, est-ce que ça commence à m'envahir? Enfin, ça, ce sont mes propres mots, mais est-ce que ça commence à m'encombrer, hein, pour reprendre ton vocabulaire? C'est là où ça peut être intéressant de se poser la question du fameux désencombrement dont on nous parle. Ouais. Oui, tout à fait. Mais la clarté, je pense que c'est le bon mot. Oui. Clarté, puis tu parles de créativité aussi. Je pense que quand il y a trop d'encombrement, ça commence à être difficile de se connecter à sa créativité. C'est d'ailleurs pas anodin, je pense que la créativité puisse, à mon sens, se décupler quand on sort de chez soi. Je pense qu'il y a probablement un lien également. Oui, et puis j'aime bien dire aussi qu'il y a le rangement qui se fait de façon physique, mais il y a aussi toute une partie qui doit cheminer dans notre esprit, de réfléchir à où est-ce qu'on va mettre les choses, qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce qu'on va garder, tout ça. C'est un vrai cheminement intérieur. Effectivement. Merci Nathalie pour ces apports. Avec plaisir, vraiment, avec beaucoup de joie. Si vous avez apprécié cette interview, bien, dites-moi ce qui vous a inspiré en commentaire, si vous le voulez bien. Et puis, tout simplement, vous pouvez aussi me mettre un petit pouce pour m'encourager à interviewer d'autres personnes. Si vous souhaitez mieux vous comprendre et découvrir des clés pour vivre votre singularité comme une force, je vous laisse télécharger notre magazine Regard pluriel sur le haut potentiel et vous trouverez en description de cette vidéo, il est gratuit. À bientôt!